10 millions d'oiseaux apparaissent soudain, tandis qu'un simple souffle suffit à faire vaciller l'équilibre fragile d'un désert prêt à changer. Deux chiffres se heurtent, dévoilant un écart si abrupt qu'il contredit les prédictions les plus prudentes et souligne la portée inattendue d'une méthode encore jugée marginale. Pourquoi cela devrait-il vous concerner lorsque Ibrahim Traoré affirme que la souveraineté se mesure en œufs produits plutôt qu'en cargaisons promises aux villages isolés du Sahel? Un horizon nouveau s'esquisse alors, bref et vif, comme une aile qui fend le sable brûlant à l'aube d'un basculement annoncé. Le projet qui s'étend aujourd'hui dans les villages du Burkina Faso n'a jamais été présenté comme une solution miracle. Il a d'abord été formulé comme un risque calculé, assumé, presque provoquant, face à un désert qui ne pardonne rien. La promesse, pourtant, tient en une idée claire et précise. Offrir une autonomie nourricière mesurable. Une autonomie qui se juge non par des discours officiels, mais par les centaines d'œufs que les familles ramassent chaque matin. Mais si cette équation paraît simple, les enjeux qu'elle transporte sont d'une ampleur inattendue. Transformer un pays longtemps dépendant en territoire capable de s'alimenter par lui-même, renverser un modèle économique fragile, et surtout restaurer une dignité collective trop souvent réduite à des statistiques. Et c'est ici que surgit la première faille de curiosité. Si un simple oiseau peut reconfigurer une économie locale, que pourrait laisser présager la multiplication de milliers de couvoirs construits sans financement étranger et déjà considérés comme des laboratoires d'espérance par les communautés du Sahel? Le premier signe de bascule est apparu bien plus tôt que prévu, lorsque les chiffres officiels ont révélé qu'en 3 mois à peine, plus de 600 couvoirs communautaires avaient été construits sans aucune aide étrangère. Ce volume inattendu a surpris même les partisans les plus optimistes, car il contredisait l'idée ancienne selon laquelle le Burkina Faso ne pouvait qu'importer près de 70% de sa viande pour nourrir ses foyers dispersés dans le Sahel. Ce renversement soudain donne la clé de la question laissée en suspens. Si cette dynamique pouvait naître dans un environnement aussi aride, alors elle pouvait se propager, un village après l'autre, jusqu'à redessiner patiemment la géographie alimentaire du CI. La logique enchaîne alors ses maillons. Un couvoir surgit, des œufs apparaissent, les marchés se réorganisent. Puis la dépendance recule. Lorsque la dépendance recule, les revenus locaux augmentent, et cette hausse ouvre la voie à de nouveaux foyers capables d'intégrer le cycle. Ainsi, une simple structure de bois et de ferraille devient un point d'inflexion, un pivot où la vulnérabilité se convertit progressivement en marge d'autonomie. Dans les villages du nord, de Dorikaya à Arbinda, cette mécanique silencieuse s'est matérialisée sous la forme d'un retour à la vie quotidienne. Les enfants relâchaient les premiers oiseaux. Les femmes comptaient les œufs, les rangeaient, les échangeaient. Les hommes réparaient filets et clôtures, recréant une chaîne de travail que ni la faim ni l'insécurité n'avaient réussi à maintenir. La télévision nationale, d'habitude saturée d'images de crise, diffusait enfin des scènes de renaissance, révélant des marchés où la monnaie circulait sous la forme de pintades, de mille ou de travail partagé. Et derrière chaque image se trouvait la même tension. Ce qui avait commencé comme une simple méthode de subsistance devenait un acte politique, presque un défi adressé aux puissances qui, pendant des décennies, avaient fixé les règles de la guide alimentaire. Si ce modèle venait à durer, il ne transformerait pas seulement des pratiques agricoles, il redéfinirait la notion même d'espoir dans un pays longtemps habitué à compter sur des cargaisons venues d'ailleurs. Pour comprendre comment cette mécanique s'est enracinée si rapidement, il suffit d'observer ceux qui en ont fait les premiers gestes, souvent sans discours, sans consigne officielle, et parfois même sans en mesurer immédiatement la portée. Dans les villages du Nord, les familles qui avaient reçu les premières pintades ne disposaient pas d'infrastructures sophistiquées. Elles avaient simplement l'habitude de réparer, de bricoler, de transmettre. Ce sont elles qui ont formé la première ligne de transformation, non pas par ambition politique, mais par nécessité quotidienne. La première illustration vient d'un village proche d'Arbinda, où une coopérative de femmes
avaient improvisé un enclos commun autour d'un ancien abri de fortune. Elles y ont rassemblé les œufs, organisé la rotation des soins et instauré un système d'échange simple, une journée de travail contre quelques pintades. Cette logique, élémentaire mais stable, a permis de lisser les périodes de manque et de créer un amortisseur social que les aides extérieures n'avaient jamais offert. La seconde scène s'est déroulée à Doricaya, où un groupe de jeunes hommes, anciens déplacés internes, avait transformé une zone autrefois désertée en espace de reproduction. Ils n'avaient pas d'équipement moderne, seulement des filets, des cages en matériaux recyclés et une volonté de reconstruire ce qui leur avait échappé. Leur initiative a généré un petit surplus de production, assez pour alimenter les familles voisines et relancer un marché local autrefois réduit au silence. Ces deux cas, bien que modestes, démontrent qu'un changement profond peut émerger de structures légères dès lors qu'elles répondent à un besoin vital et immédiat. La question centrale devient alors claire. Jusqu'où cette dynamique peut-elle s'étendre ? Tout commence à l'aube, quand les premières cages sont ouvertes dans les villages du Nord. La poussière monte, les pintades s'élancent, les enfants courent derrière elles. Ce moment, simple et soudain, devient le trigger d'une séquence que nul observateur étranger n'avait anticipée. Il n'y a ni banderole ni caméra, seulement la lumière plate du Sahel et le souffle d'un Paris fragile. Transformer un désert en ferme vivante. Puis les jours s'enchaînent, les premiers œufs apparaissent. Ils sont peu nombreux, mais réguliers. Les familles s'organisent, les femmes prennent les registres, les hommes réparent les filets. Les enfants comptent les volets. Chaque geste affine le cycle. Chaque cycle nourrit le suivant. Et déjà, une rumeur circule d'un village à l'autre, comme un fil tendu. Ça fonctionne. Le climax survient lorsqu'un chiffre commence à se répandre dans les discussions locales. Plus de 600 couvoirs sont en activité. Sans financement extérieur, sans programme lourd, sans promesses conditionnelles. Pour un pays habitué aux cargaisons importées, ce nombre agit comme une déflagration silencieuse. Les marchés changent de visage. Les conserves disparaissent des étals. Les sacs de graines prennent la place. Les coopératives surgissent. Les trocs reviennent. La télévision nationale montre pour la première fois non pas la crise, mais la renaissance. Ce basculement marque le point d'orgue. La dépendance recule. Et avec elle, l'idée que les solutions ne peuvent venir que de l'extérieur. Dans cette montée en tension, le rôle d'Ibrahim Traoré devient un repère. Il n'apparaît pas souvent, il parle peu, mais chaque fois qu'il tranche une phrase, elle se répand. Il dit « Si nous pouvons nous nourrir, nous pouvons nous libérer ». La formule circule, elle s'accroche aux discussions. Elle donne un sens au mouvement. Elle fait tenir la cohérence d'un modèle né du sol. Puis arrive l'aftershock, l'onde longue qui suit la secousse principale. Dans les plaines du Sahel, les comportements se modifient. Les migrations ralentissent. Les foyers gardent leurs jeunes. Les revenus montent légèrement. Les repas changent. Les carences diminuent. Les écoles s'adaptent. On apprend à compter en utilisant les œufs du jour. On répare les filets comme projet collectif. On échange des pintades contre du mil. On partage les surplus avant de les vendre. La mécanique est simple, mais elle persiste. Et parce qu'elle persiste, elle convainc. Les critiques extérieures parlent encore de symboles romantiques. Dans les villages, on parle de justice. Le désert respire. Les dunes changent de ton. Les taches vertes apparaissent. Les couvoirs se multiplient. Les cycles se répètent. Ce qui devait rester un geste local devient un modèle reproductible. Et ce modèle, désormais, avance par lui-même. La séquence s'éclaire. Un trigger minuscule, un climax massif, un aftershock durable. La situation de départ révélait une dépendance alimentaire lourde. Mais la trajectoire a changé lorsque l'accès aux protéines rurales a augmenté de 12%, un chiffre qui reflète des repas plus variés et une amélioration nutritionnelle mesurable dans les foyers dispersés du Sahel. Le revenu moyen des ménages agricoles a connu une hausse de 8%,
un progrès discret mais constant qui traduit une circulation monétaire interne plus stable entre villages. La migration des jeunes vers les villes a reculé pour la première fois depuis 10 ans, une tendance confirmée par les données gouvernementales qui relient ce recul à la disponibilité locale de protéines. Ces 3 deltas forment l'ossature du basculement. Ils montrent que les dynamiques rurales ne se résument pas à des courbes abstraites. Elles découlent d'actions répétées, de micro-gestes et d'un système capable de fonctionner sans dépendance structurelle. L'augmentation des protéines locales n'a pas été obtenue par des investissements massifs, mais par la réplication d'un modèle reproductible en conditions minimales. Chaque œuf produit localement est un œuf qui n'est pas importé, et ce simple déplacement crée une marge économique inattendue dans des villages où chaque échange compte. La hausse beau. La hausse des revenus n'est pas spectaculaire, mais elle est solide. Elle montre que la valeur ajoutée reste désormais sur le territoire, alimentant un tissu productif fait de cages en matériaux recyclés, de filets renforcés, de coopératives agissant comme de petites unités de résilience. Cette circulation interne transforme ce que l'on percevait comme une économie de subsistance en économie d'interdépendance locale. Quant au recul de la migration, il constitue le marqueur humain le plus significatif. Un jeune qui reste n'est pas seulement un chiffre, il devient un maillon d'une chaîne productive qui consolide la cohésion communautaire. Les villages deviennent des espaces où l'on peut rester par choix, non par contrainte, et cette inflexion modifie l'équilibre démographique du Sahel. Sur le terrain, les chercheurs ont également observé un phénomène biologique inattendu. Les fientes de pintade enrichissant les sols, augmentant leur fertilité de 40%, une donnée qui indique que le cycle agricole gagne en profondeur écologique. Les plantes locales repoussent, fixent la poussière, retiennent l'humidité. Ce qui semblait un geste agricole isolé devient une chaîne de rétroaction positive. Les indicateurs convergent, les pertes agricoles reculent, les marchés se stabilisent, les coopératives prospèrent, les migrations ralentissent davantage. Et au fil de ces ajustements, un schéma se dessine. La souveraineté n'est pas proclamée, elle est produite, mesurée, consolidée. Les sceptiques évoquent encore le hasard. Mais le hasard ne se répète pas avec une telle consistance. Ce sont les données, cette fois, qui parlent avant les discours. Elles confirment que la progression ne repose pas sur un miracle, mais sur une méthode. Et cette méthode, capable de lier économie, écologie et cohésion sociale, devient le véritable moteur d'un pays qui cherche à se nourrir autrement. Le débat autour du projet s'est structuré dès les premiers mois, porté par des voix extérieures qui cherchaient à comprendre si ce modèle, né du sable, pouvait réellement s'étendre. La première thèse critique, exprimée par plusieurs analystes européens, avançait que l'initiative reposait sur un romantisme rural difficilement transposable à l'échelle d'un pays entier. Selon eux, une économie fondée sur la pintade ne pourrait durablement porter les besoins de millions de personnes, faute d'infrastructures modernes et de mécanismes industriels capables d'assurer une continuité de production. Il soulignait le manque de logistique, l'absence de chaîne du froid, et la lenteur inhérente aux structures communautaires considérées comme trop fragiles pour résister aux sécheresses récurrentes. La deuxième thèse, plus technique, mettait en avant l'idée que sans machines, le rendement resterait insuffisant. Elle estimait qu'un modèle reposant sur la reproduction artisanale conduirait inévitablement à des plafonds structurels. Trop peu de surface disponible, trop peu de marge pour absorber les fluctuations climatiques. Dans cette perspective, l'approche burkinabé semblait condamnée à rester un symbole fort mais peu scalable, un geste politique davantage qu'une stratégie économique cohérente. Pourtant, les défenseurs du programme ont répondu point par point, en s'appuyant sur des données disponibles et sur la logique de terrain. Ils rappellent que dans un pays où les circuits d'importation peuvent s'effondrer du jour au lendemain, la lenteur devient une forme de sécurité, car elle s'appuie sur des ressources locales qui ne nécessitent ni carburant ni infrastructures lourdes.
Ils rappellent aussi que la productivité ne se mesure pas uniquement en volume, mais en indépendance, et que chaque œuf non importé représente une dette en moins, un argument qui touche autant à l'économie qu'à la souveraineté. Enfin, ils soulignent que la réussite du modèle ne tient pas à sa taille initiale, mais à sa capacité à être reproduit sans subvention, un critère qui en fait un système intrinsèquement durable. Ainsi, les critiques ne sont pas balayées. Elles sont absorbées, traitées et retournées par la réalité du terrain, où les chiffres, les gestes et les sols eux-mêmes confirment une dynamique que les théories n'avaient ni pas anticipée. Le désert commence à respirer. Cette phrase, murmurée d'abord par quelques coopératives rurales, a pris une dimension inattendue lorsqu'une série d'images satellites a montré des taches vertes se formant autour des couvoirs, dessinant des lignes irrégulières qui suivaient presque exactement la trajectoire migratoire des pointades. Ce n'était plus un récit local, mais une transformation observable d'en haut, une réponse silencieuse du paysage à l'initiative soutenue par Ibrahim Traoré et ses équipes agricoles. Dans les villages du Nord, les habitants parlaient de Ossan, passe de renaissance, bien avant que les experts ne confirment le phénomène. Les pintades disséminaient des graines, les sols retenaient davantage l'humidité, les plantes locales repoussaient en bordure des enclos. Les ingénieurs y voyaient un effet biologique cumulatif. Les habitants, eux, y lisaient un signe. Et c'est cette coïncidence, un programme agricole créant par effet secondaire une forme de régénération écologique, qui a brusquement déplacé l'équilibre du débat. Le projet n'était plus uniquement un modèle de subsistance. Il devenait le point d'ancrage d'un dialogue entre pratiques humaines et intelligence du milieu. Un dialogue que nul plan initial n'avait explicitement anticipé, mais que la réalité du terrain imposait désormais comme une évidence. Au niveau national, NN, la transformation s'est d'abord manifestée par une réduction mesurable de la dépendance alimentaire, avec un recul de 9% selon les données du ministère de l'Écologie. Ce pourcentage peut sembler modeste, mais il représente un glissement structurel. Un pays qui importait la majorité de sa volaille commence à s'alimenter lui-même, un œuf après l'autre. Les coopératives se multiplient, les importations diminuent, et la balance agricole, longtemps déficitaire, amorce une tendance positive. Là où l'on attendait une intervention extérieure, c'est la coordination interne qui prend le relais, soutenue par la ligne politique assumée d'Ibrahim Traoré, qui fait de la souveraineté un indicateur autant économique que symbolique. Dans les dynamiques locales, DN, les effets sont plus visibles, plus tangibles, presque quotidiens. Les artisans fabriquent savants des cages, des filets, des outils de pesée. Les ateliers métalliques de Ouagadougou travaillant au tard dans la nuit, ressuscitant un secteur longtemps étouffé par la concurrence de produits importés. Les marchés reviennent à la vie. On troque, on négocie, on vend des œufs, frais plutôt que des conserves. Une économie parallèle née de la récupération, du recyclage, de la débrouille. Et c'est précisément cette économie légère qui soutient l'ensemble du système. Les coopératives rurales fonctionnent comme des petites unités industrielles frugales, prouvant que le progrès n'a pas toujours besoin de machines pour commencer. Sur le plan démographique et social, ND, la mutation est tout aussi profonde. Les écoles rurales intègrent l'élevage dans leurs activités pédagogiques. Les enfants apprennent à compter en manipulant les œufs du jour. Les médecins constatent une baisse des carences et une vitalité accrue chez les plus jeunes. Les femmes, premières gestionnaires des troupeaux, gagnent en autonomie et deviennent centrales dans la prise de décision communautaire. Leur voix porte davantage. Leur rôle s'élargit. Les jeunes, eux, migrent moins. Pour la première fois depuis 10 ans. Les départs vers les villes reculent de manière significative, signe que l'avenir n'est plus forcément ailleurs, mais sur place. Enfin, à l'échelle régionale, KV, le modèle burkinabé commence à essaimer. Le Niger, le Mali, le Tchad envoient des délégations pour comprendre la mécanique d'un système reproductible sans subvention.
La CEDEAO qualifie l'initiative de Laboratoire africain de résilience locale. Des manuels sont traduits en arabe et en haoussa, et les premiers échanges inter-Sahel apparaissent. Le projet cesse alors d'être une expérience isolée. Il devient un prototype continental. À travers ces 4 sphères, nationale, locale, sociale et régionale, une même conclusion se dessine. Un peuple peut reconfigurer son avenir dès lors qu'il retrouve la maîtrise de sa subsistance. À l'heure où le projet a déjà redessiné les équilibres locaux, 3 trajectoires se dégagent pour les mois à venir, chacune révélant une manière différente d'interpréter l'élan lancé depuis les premiers couvoirs. Couvoirs ouverts dans le nord du Burkina Faso. 1. Scénario de base. Stabilisation progressive. Dans cette hypothèse, la dynamique actuelle se poursuit sans accélération spectaculaire, mais avec une cohérence solide. Les coopératives rurales consolident leur réseau, les flux de pintade et d'œufs restent réguliers et les revenus locaux progressant à un rythme constant. Le pays maintient une autonomie alimentaire partielle, estimée autour de 65%, suffisante pour réduire durablement sa vulnérabilité aux importations. Les migrations rurales ralentissent davantage, les marchés s'installent et les effets écologiques observés autour des couvoirs continuent de s'amplifier à petite échelle. Ce scénario privilégie la continuité plutôt que l'expansion. 2. Scénario optimiste. Effet d'entraînement régional. Dans ce cas, l'élan local attire un soutien accru des régions voisines. Le Niger, le Mali et le Tchad adoptent le modèle coopératif, créant une plateforme inter-Sahel d'échange de semences, de couvoirs et de savoir-faire. Les sols du nord burkinabé, déjà marqués par des taches vertes naissantes, gagnent en densité végétale. Les rendements agricoles se diversifient et la résilience écologique se renforce. Le Burkina Faso devient alors pionnier d'une écologie de souveraineté africaine, une référence pour les politiques de transition centrées sur l'autonomie alimentaire et la reconstruction des terres arides. 3. Scénario pessimiste, rupture et vulnérabilité. Ici, des tensions politiques ou des sécheresses brutales interrompent les circuits de distribution et affaiblissent les coopératives. Certaines zones redeviennent dépendantes de l'aide internationale. Les foyers les plus isolés perdent temporairement leur surplus et les marchés se contractent. Pourtant, même dans ce cadre, le projet laisse une trace durable, la mémoire d'un modèle reproductible dès que les conditions s'améliorent. Aucun des acquis ne disparaît totalement. Il s'atténue, mais reste réactivable. Au croisement de ces 3 chemins, une seule recommandation se détache. Penser en termes de résilience plutôt qu'en termes de performance, car c'est la capacité à se relever, plus que la vitesse de croissance, qui déterminera la trajectoire réelle du pays. Ce récit, qui pourrait sembler éloigné pour certains, touche pourtant 3 cercles distincts de spectateurs, chacun interpellé d'une manière différente par la transformation qui s'est opérée au Burkina Faso. Pour ceux qui observent par le prisme économique, groupe A, la logique du programme renvoie à une question centrale. Comment un pays longtemps dépendant peut-il créer des marges d'autonomie sans capitaux massifs ni logistique industrielle? Les chiffres fournis: recul de la dépendance, augmentation des revenus, ralentissement de l'exode, montrent qu'un système peut fonctionner dès lors qu'il crée de la valeur sur place. Pour ce public, l'histoire devient une étude de cas sur les modèles frugaux capables de tenir là où les investissements traditionnels échouent. Pour les spectateurs sensibles aux enjeux sociaux, groupe B, le pivot se trouve ailleurs, dans les trajectoires individuelles qui se croisent au sein des villages. Les femmes qui prennent la gestion des couvoirs, les enfants qui apprennent en manipulant les œufs, les jeunes qui décident de rester plutôt que de partir. Ces scènes donnent chair à la notion de dignité retrouvée. Ici, l'histoire devient un miroir, celui de communautés qui se réinventent par leur propre force.
Enfin, pour ceux qui lisent le monde à travers l'environnement, groupe C, le programme révèle une dimension inattendue. Les taches vertes autour des enclos, la fertilité retrouvée des sols, la dissémination naturelle des graines indiquent qu'un geste agricole peut, par accident heureux, provoquer un début de régénération écologique. Ce public y voit une preuve que les transitions les plus durables émergent souvent de pratiques simples, répétées, enracinées dans les besoins réels. À travers ces trois regards, une même intuition se dégage. Un changement local peut devenir une leçon universelle lorsqu'il reconnecte les humains à leur manière de subsister. Dans sa 3e année, le programme a cessé d'être une initiative expérimentale pour devenir une méthode reproductible, structurée autour d'un enchaînement précis d'étapes que les coopératives comme les autorités locales appliquent désormais de manière coordonnée. Cette organisation, soutenue par la ligne politique d'Ibrahim Traoré, repose sur une logique simple. Chaque district doit pouvoir lancer, suivre et mesurer son autonomie sans attendre un appui extérieur. Première étape, identification locale. Chaque commune sélectionne un noyau d'une dizaine de familles prêtes à accueillir le premier couvoir. Le critère principal n'est pas la richesse, mais la cohésion interne, car le système exige un engagement collectif immédiat. Deuxième étape. Formation et transmission. Les vétérinaires ruraux forment les éleveurs aux 6 cycles de reproduction, à l'hygiène et à la gestion partagée. Les registres simplifiés permettent de consigner chaque donnée essentielle, accessible à tous, sans distinction. Troisième étape. Production et suivi. Chaque foyer démarre avec 10 oiseaux et un objectif annuel d'environ 100 œufs. Les inspecteurs communautaires n'ont pas un rôle punitif. Ils observent, corrigent, transmettent. 4e étape. Redistribution et croissance. Une partie des œufs est redistribuée aux familles voisines, créant un système d'expansion organique. Cette logique de œufs prêtés empêche les dettes et favorise la diffusion rapide du modèle. 5e étape. Évaluation et adaptation. Tous les 6 mois, les coopératives transmettent leurs données, mortalité, fécondité, vente locale. Ces chiffres alimentent une base nationale, permettant d'ajuster les orientations du programme en temps réel. Dans ce cadre, la souveraineté cesse d'être un objectif politique abstrait. Elle devient une pratique mesurable, répétée et transmissible. À la tombée du jour, lorsque les pintades d'Amina Senou regagnent leurs abris de fortune, quelque chose rappelle les premières observées dans les villages du Nord, les filets réparés à la hâte, les cages improvisées autour desquelles les familles s'étaient regroupées pour relancer la vie. Ces images, modestes et tenaces, servent aujourd'hui de fil rouge à une histoire qui dépasse les chiffres et les bilans officiels. Car derrière chaque enclos se tient une même conviction, celle qu'Ibrahim Traoré a formulée sans emphase. Un peuple peut se relever sans permission s'il retrouve le contrôle de sa subsistance. Cette idée, d'abord murmurée, s'est glissée dans les marchés, les écoles, les ateliers métalliques. Elle a traversé les dunes comme un souffle persistant. Les enfants qui relâchaient les premières pintades savent désormais ce qu'ils ont construit. Un rythme nouveau, un lien secret entre le sol, les oiseaux et les gestes quotidiens. Les anciens, eux, disent que chaque plume tombée dans le sable porte une trace de foi. Et au cœur de cette lente renaissance demeure une certitude simple. La dignité ne s'éteint jamais lorsque quelqu'un choisit de la cultiver. Ce récit ne cherche pas à convaincre par la force. Il invite simplement à regarder autrement ce qui relie un geste local à un horizon commun. Dans les villages du Sahel, les pintades ne sont pas seulement une source de nourriture. Elles sont devenues un langage discret, un moyen de dire que la dignité peut naître de pratiques patientes, partagées, répétées, jusqu'à devenir une habitude collective.
Leur histoire, transmise de foyer en foyer, rappelle que les transformations les plus profondes commencent rarement par de grands projets, mais par une addition de petites décisions prises ici par des communautés qui refusent d'attendre un sauveur extérieur. Et si ce projet parle au-delà du Burkina Faso, c'est parce qu'il touche quelque chose de profondément humain, la volonté de reprendre sa place dans le cycle du vivant, sans bruit, sans théâtre, mais avec constance. Si cette trajectoire vous inspire, vous pouvez prolonger le mouvement en partageant ce récit, en le faisant circuler, en l'utilisant comme point de départ pour réinventer vos propres manières de soutenir la résilience autour de vous.